Euh, Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire donc sur la dérive de pulvérisation en viticulture. Nous allons étudier donc des solutions concrètes pour réduire le phénomène de dérive et puis un petit peu faire le point sur les différentes pistes de recherche et développement qui sont offertes donc pour développer des solutions qui permettent de réduire la dérive. Alors avant de commencer, je pense que c'est important de revenir, qu'on ait tous bien en tête ce que c'est que la dérive, donc revenir sur sa définition, parce que vous allez voir, il est possible de faire quelques petites confusions. Alors la dérive, en fait, il y a une norme ISO, donc il y a un consensus international pour dire que la dérive, c'est, alors je cite, la quantité de produits phytopharmaceutiques emportés hors de la zone soumise à la pulvérisation sous l'action des courants d'air lors du processus d'application. Alors en termes peut-être plus courants, en fait, la dérive, ça ne désigne que la partie donc des produits phyto qui sont émis pendant la pulvérisation, qui vont dépasser les limites de la parcelle traitée. Pas confondre ça avec les pertes au sens large. Ça arrive par exemple quand on pulvérise qu'il y a du produit qui se dépose au sol mais qui reste dans la parcelle. Mais ça ne sera pas considéré comme de la dérive au sens strict. La dérive, on parle bien de ce qui va aller donc contaminer, polluer quelque chose qui est au-delà des limites de la parcelle et pas quelque chose qui est dans la parcelle. Alors voilà, quand on traite finalement, c'est un petit schéma pour rappeler quelques notions de base. Voilà, donc un pulvérisateur est en train de traiter une vigne, il émet des gouttelettes donc dans l'air. Celles-ci sont destinées en fait à se déposer sur la végétation, mais elles ne vont pas toutes le faire. Donc il y a une fraction utile qui est représentée donc par un pourcentage finalement de la quantité émise qui va réellement se déposer sur la végétation et réellement jouer un rôle dans la protection. Puis il y a malheureusement des pertes. Alors une partie se fait au sol, et puis une autre partie, alors là donc dans l'air et potentiellement, donc ça c'est souvent d'ailleurs on verra par la suite les gouttelettes les plus fines qui sont dans l'air et potentiellement si elles sont trop fines et qu'elles ont elles mettent trop longtemps à se déposer au sol, elles vont dépasser les limites de la parcelle et constituer de la dérive. Donc voilà de quoi on parle. Alors quels sont les enjeux finalement autour de la dérive? Bon, ils sont bien connus, mais c'est pas inutile peut-être de les rappeler. Il y a bien sûr des enjeux et c'est les premiers à avoir été pris en compte par la réglementation. C'est des enjeux donc de protection des milieux aquatiques. La dérive peut potentiellement contaminer des rivières, des cours d'eau, au sens large, aussi des nappes d'eau, donc les lacs, etc. Elle peut aussi, ça c'est le sujet qui est davantage d'actualité avec des évolutions réglementaires récentes, peut donc poser un problème de risque de contamination de zones habitées lorsqu'elles sont à proximité des parcelles traitées. C'est aussi évidemment un enjeu donc de réduire la dérive pour réduire l'exposition des opérateurs et ce qu'on appelle les bystanders, donc c'est des gens qui se trouvent à proximité, qui sont spectateurs donc de la pulvérisation. Et puis c'est parfois aussi un problème purement de production agricole, lorsqu'il y a par exemple de la phytotoxicité. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche. Donc il y a un désherbant sélectif pour la culture de gauche, mais il a atteint la culture de droite et donc ça a posé un problème de production. Alors maintenant qu'on a bien vu ce que c'était donc que la dérive et quel problème elle posait, on va évoquer ensemble quelques pistes donc ciblées sur la pulvérisation en viticulture pour la réduire. Alors puis je tue tout de suite le suspense. Je pense que vraiment la technique de pulvérisation, le pulvérisateur, la manière dont on le règle, a un rôle central à jouer pour réduire la dérive. Alors, quels sont finalement, là j'ai listé les trois principaux facteurs qui vont avoir une influence sur la dérive et qu'il va donc falloir prendre en compte. Le premier, c'est la taille des gouttes. En fait, c'est tout simplement lié au temps que vont mettre les gouttes à tomber. Plus une goutte est grosse, moins elle mettra de temps à descendre donc et à heurter le sol. Plus une goutte est fine, plus elle est susceptible, dès qu'il y a le moindre courant d'air, d'être emportée loin au-delà de la zone où elle a été émise. Donc ça, c'est très bien documenté dans la bibliographie. La taille des gouttes est le facteur principal pour expliquer la dérive. La configuration du pulvérisateur, évidemment, plus on va avoir un pulvérisateur qui se rapproche de la végétation, plus on va pouvoir localiser l'application, moins on va avoir de risque d'avoir des gouttes qui s'échappent, qui en fait ne heurtent pas la végétation et donc se retrouvent projetées dans l'air. Donc là, évidemment, voilà, plus on va avoir un pulvé qui se rapproche de la végétation, moins on fera de dérive et donc
le paroxysme de ça, c'est carrément d'avoir un panneau récupérateur, donc de confiner complètement la pulvérisation dans une enceinte fermée pour donc limiter la dérive au maximum. Et puis troisième paramètre qui est très important, c'est le réglage des appareils. Alors en fait, tout ça se recoupe parce qu'on peut régler différemment son appareil. Cela va avoir une influence sur la taille des gouttes, sur la proximité de la végétation. Donc ces trois paramètres se recoupent, mais je vais quand même mentionner. Le réglage de l'appareil, donc pas trop d'air, plus on souffle globalement, plus on assiste les gouttelettes par un flux d'air important, plus il y a des risques qu'elles s'échappent loin au-delà de la zone où on les a émises et plus il y a de chances qu'elles dérivent. Pas trop de pression, parce qu'en fait, vous verrez, plus on monte la pression dans une buse, plus on fait en fait des gouttes fines, donc ça rejoint le premier sujet. Et puis évidemment, très important aussi, le positionnement des diffuseurs. Tous les diffuseurs qui sont mal orientés et qui en fait ciblent mal la végétation, passent au-dessus de la végétation, vont générer beaucoup de dérives. Donc on va regarder tout ça un peu plus d'un. Alors premier critère, je disais la taille des gouttes. Alors là, vous avez une photographie où on a équipé donc cet appareil face par face, là, à jet porté, avec deux types de buses. À gauche, on a des buses classiques, et à droite, donc des buses à injection d'air. Des buses, donc le synonyme de buses à injection d'air, c'est buses anti-dérive. En fait, elles font des gouttes moins fines. Et donc, je crois que la photo est parlante. On voit bien, on voit très bien les endroits de pulvérisation qui sont produits par la buse classique, et on voit aussi qui se déplacent assez loin par rapport à l'endroit où ils ont été émis. On va assez loin sur la gauche de la photo, on voit ce brouillard se déplacer. Donc ce jour-là, il devait y avoir un courant d'air de droite à gauche. Alors que sur la partie droite, là où on a mis la buse d'injection d'air, la pulvérisation est beaucoup moins visible et elle se dépose immédiatement autour de la zone où on l'a émise. Donc ça, c'est une démonstration qu'on a fait plusieurs fois, en vrai, avec différents participants. Et donc c'est très visuel, dès qu'il y a le moindre courant d'air, on voit vraiment la différence entre les deux. Alors les buses d'injection d'air, qui sont anti-dérive et qui permettent de faire des gouttes moins fines et donc de limiter la dérive à la source. C'est un sujet un peu compliqué qui est parfois mal compris. Les buses, globalement d'ailleurs, c'est un peu technique. Elles sont appelées avec des lettres. Voilà. Alors j'ai essayé là de simplifier ça dans un tableau à double entrée. En fait, il y a déjà deux lignes sur ce tableau parce qu'il y a deux types de buses. Il y a ce qu'on appelle des buses classiques et des buses d'injection d'air. Les buses classiques font des gouttes fines, les buses d'injection d'air des gouttes moins fines, c'est ce que je viens de dire. Et buses d'injection d'air, c'est synonyme de buses anti-dérive. Puis il y a aussi deux colonnes dans ce tableau. Vous voyez que les buses, elles sont soit à turbulence, soit à fente. Et en fait, ça a trait à la forme du jet. Les buses à turbulence font un jet conique, alors que les buses à fente font un jet plat. Et vous voyez qu'il existe des buses d'injection d'air dans les deux catégories, qu'elles soient à turbulence ou à fente. Voilà, donc on choisira plutôt des buses d'injection d'air si on souhaite limiter la dérive. Alors là, tout de suite, il y a une question qui apparaît en rouge, c'est que fait-on en pneumatique? Parce que vous savez sans doute que lorsqu'on a un pulvérisateur pneumatique, qui n'est pas équipé de buse, on forme les gouttes différemment, c'est l'air qui heurte une veine de liquide et qui crée les gouttes. Et bien en pneumatique, donc cette solution ne s'applique pas. Et il est très délicat. Alors il y a bien des relations en fait entre la quantité d'air et la quantité de liquide qui vont déterminer la granulométrie, mais elles sont très très difficiles à maîtriser, très dépendantes des appareils et pas très bien documentées dans la bibliographie. Donc on est un peu coincé à ce niveau-là pour raisonner la taille des gouttes lorsqu'on a un pulvérisateur pneumatique. Alors la taille des gouttes, je disais, facteur principal, intéressant pour limiter la dérive, et je voulais quand même un petit peu aussi peut-être rassurer par des résultats d'essais certains des détracteurs des gouttes moins fines, voilà, parce qu'elles sont parfois accusées de faire moins d'impact et donc finalement on sacrifierait, selon certains, la qualité de la protection phyto pour réduire la dérive. Alors sur des mesures qu'on a fait, ce sont des mesures de dépôt, de quantité de produits déposés sur la végétation. On a fait donc pour un aéroconvecteur avec une vigne en pleine végétation. Là vous avez les profils de quantité déposée dans la végétation. Et donc à gauche, c'est le profil obtenu lorsqu'on a une buse classique, en l'occurrence une ATR lilas, et puis à droite, donc avec une buse d'injection d'air. Vous voyez que ces profils ne sont pas si différents, que la pénétration des dépôts dans la végétation n'est pas réduite par l'utilisation d'une buse qui fait des gouttes moins fines. Et donc on a aussi d'autres essais qui confirment, là c'est juste à titre d'exemple, donc pas de crainte à utiliser les buses d'injection d'air si elles sont bien utilisées, sur l'efficacité de la protection.
Deuxième critère donc pour réduire la dérive que je nommais en introduction là, donc c'est la configuration du pulvérisateur. Alors là, au travers de quelques photos, on va voir ensemble en fait qu'il y a deux groupes. J'ai fait deux groupes là, un peu. C'est un premier tri, on va dire, dans les différentes architectures de pulvérisateurs qui sont aujourd'hui en service au vignoble ou bien proposées par les équipementiers. Alors on a beaucoup au vignoble de voûtes, vous voyez, qui sont les deux premières photographies à gauche. Puis pas mal aussi donc d'aéroconvecteurs, donc soit avec plusieurs turbines, soit des fois avec une seule. Voilà. Donc ça, ce sont plutôt des appareils où on va être relativement loin de la cible, c'est-à-dire on va émettre la gouttelette à, on va dire, plus d'un mètre, 1m20, 1m30 même, de la végétation qu'on est en train de cibler. Donc ça, évidemment, mais plus il y a une longue distance de transport, plus il y a de risques de perdition de gouttelettes entre l'endroit où on les met et l'endroit où on souhaite la déposer. Donc vous voyez d'ailleurs sur les photos qu'il y a quelques gouttelettes qui partent vers le haut là, et donc là le moindre courant d'air peut les amener très loin. À droite, un groupe d'appareils, donc alors c'est les face par face en fait au sens large, qui soient avec des centres, qui soient par le dessus, comme dans la photo en bas à gauche en vignette droite, ou bien les panneaux. Finalement, c'est un cas particulier de face par face, sur lequel on a rajouté des panneaux. Voilà, là on va être à plutôt 40 cm de la végétation lorsqu'on émet la pulvérisation, donc on va pouvoir souffler moins fort tout en continuant à effectuer donc une bonne qualité de traitement, et on va surtout éviter toutes les déperditions entre la buse et la végétation cible. Alors ces deux critères que je viens de citer, je vous rappelle, taille des gouttes et configuration du pulvérisateur, et bien finalement, ils ont été, je crois que la réglementation, c'est un peu d'ailleurs ce qu'elle a pris en compte là, pour l'éligibilité des matériels à l'inscription sur la liste officielle donc du ministère de l'Agriculture. Je parle de la liste officielle qui permet de réduire la largeur des zones non traitées. Donc aujourd'hui, un constructeur de pulvérisateur qui a donc un matériel de type face par face équipé de buses à injection d'air ou bien panneau récupérateur équipé de buses à injection d'air peut demander sur dossier, sans amener de preuves par essai, uniquement sur dossier sur ces deux critères-là, à être inscrit sur cette liste. Et c'est donc ça suit un petit peu ce que je vous expliquais avant. Configuration de pulvérisateur et taille des gouttes sont quand même deux critères principaux pour réduire la dérive par rapport à ce qu'on fait le plus couramment aujourd'hui avec notamment des voûtes ou des aéros. Troisième point, je disais, le réglage du pulvérisateur. Alors c'est un petit schéma pour bien rappeler voilà, qu'il est important d'ajuster le profil de pulvérisation à la hauteur de la végétation et notamment de fermer les jets qui dépassent la végétation. Donc c'est un peu de bon sens, mais enfin, voilà, c'est pas de mal de le rappeler. Et puis surtout, ce que j'ai essayé de donner ici, c'est une astuce, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait fermer les jets, c'est pas forcément facile à réaliser, un réglage visuel de la pulvérisation. Alors c'est une astuce que je vous propose là, et qu'on a l'occasion d'ailleurs de faire des démonstrations avec donc cet outil. Donc en fait c'est une plaque de fer rouillé, alors ça peut aussi être une plaque d'ardoise. Donc on va pulvériser à l'eau, faire comme si on traitait à vitesse un peu réduite pour mouiller un peu plus. Et donc ça va laisser l'eau, les gouttelettes qui sont pulvérisées vont laisser une trace donc sur la rouille, sur le fer rouillé. Et donc comme ça on va pouvoir visualiser un petit peu ce qu'on est en train de cibler. Est-ce qu'on cible correctement la végétation? Est-ce qu'on a trop de pulvérisation qui dépasse la végétation, qui est en dessous? Enfin on peut vraiment, c'est un outil visuel et pratique. Bon, évidemment, il faut le faire à l'eau avant de traiter. Ensuite, donc, le réglage du pulvérisateur, donc là aussi, il y a un autre critère que l'orientation des jets, c'est la pression. Alors, on est sur un matériel jet porté qui a donc des buses. Et donc là, la pression, sur le pneumatique, c'est pas le cas. Et pour les jets portés, la pression a vraiment une influence. Plus on va faire monter la pression dans une buse, plus elle va faire des gouttes fines. Alors vous voyez par exemple, on veut régler là un appareil, on a fait notre calcul en fonction du volume hectare qu'on a choisi, etc. On veut faire 0,52 litres par minute par buse. Et bien, si vous regardez bien le tableau de débit des buses, vous voyez que vous pouvez réaliser ce 0,52 de débit de deux manières. Soit avec une buse marron à 6 bars, soit avec une buse lilas à 11 bars, c'est deux cases qui sont entourées.
Et bien, pour réduire la dérive, on préférera évidemment la buse marron à 6 bars. Voilà. De manière très concrète, hein, sur un exemple, on préférera, dans les limites évidemment des recommandations constructeurs et des possibilités d'utiliser des buses, monter d'un calibre de buse et baisser la pression, que donc de prendre des buses en fait des calibres très fins, qui d'ailleurs en plus augmentent le risque de bouchage, et de monter la pression, ce qui ferait donc trop de gouttes fines qui risqueraient de dériver. Autre réglage qu'on peut faire, alors là c'est donc la puissance et la vitesse de l'assistance d'air. Donc cet exemple c'est pris pour un aéroconvecteur. Vous savez que de nombreuses machines de ce type-là sont équipées en fait de 2 vitesses, c'est-à-dire il y a 2 engrenages disponibles pour multiplier la rotation de prise de force en rotation de turbine. Voilà. Donc on a testé sur une machine, un exemple, les dépôts de pulvérisation qu'on obtenait lorsqu'on était en turbine position 1, position lente, ou bien position 2, position rapide. Sur le premier graphique, vous voyez que, contrairement peut-être à ce qui aurait pu être cru, il y a plus de dépôts lorsqu'on est en vitesse lente à l'échelle globale de la végétation. Alors là, on s'est dit, mais peut-être qu'il y a plus de dépôts, mais par contre, ils pénètrent moins bien dans la végétation. Donc, si vous regardez maintenant le deuxième graphique à droite, là, vous avez le profil complet de dépôts de pulvérisation dans la végétation, hein. Et vous voyez donc qu'on a traité d'ailleurs de la barre bleue claire vers la barre bleue foncée. Donc on a beaucoup moins de dépôts sur la face qui n'est pas ciblée directement, mais qu'il n'y a pas de déficit de pénétration des dépôts en ayant réduit la vitesse de rotation de la turbine. On a globalement tendance, je pense, à trop vouloir souffler, et on finit par avoir en fait des effets drapeau, ça s'appelle. Alors c'est-à-dire que les feuilles finissent par être mises dans le sens du vent comme un drapeau, et les gouttelettes passent de part et d'autre de la feuille sans se déposer dessus si on souffle trop. Donc on a globalement, je pense, tendance à souffler trop. Donc il y a des économies d'énergie à faire aussi sur ce point-là, des économies, et aussi donc éviter la dérive, hein, parce qu'évidemment plus on souffle, plus on risque de faire de la dérive. Voilà, donc j'ai à peu près brossé là le tableau des quelques connaissances techniques, hein, sans avoir trop creusé vu le temps imparti. Je passe maintenant à une partie plus de perspective, hein, sur qu'est-ce qu'on prévoit de faire à l'IEV et à l'INRAE, donc dans le cadre de notre unité mixte, pour identifier de manière objective des techniques de pulvérisation qui permettent de réduire la dérive. Alors, nous avons développé ce qu'on appelle un banc d'essai, donc qui a été nommé EolDrift. Alors, le principe, en fait, c'est de créer un vent artificiel. Ce que vous voyez sur la photo, c'est donc un mur de ventilateur là, qui fait 5 mètres de haut, 5 mètres de large. Et donc, ce vent va souffler perpendiculairement à 4 rangs de vignes artificielles. Et puis, 5 mètres après le dernier rang, on va collecter la dérive, c'est-à-dire on va installer des fils qui vont recevoir les embruns de dérive qui passent, qui traversent donc l'endroit où sont implantés les fils. Alors voilà, vraiment l'intérêt d'un banc d'essai, c'est de placer tous les pulvérisateurs dans des conditions strictement identiques. Toujours le même vent, toujours la même végétation. Et donc là, on peut vraiment bâtir des comparaisons fiables, ce qui est impossible à faire au vignoble, à moins de faire de très nombreuses répétitions. Et puis aussi, il y a aussi la difficulté au vignoble, hein, d'attendre que de trouver le créneau où le vent soufflera pile poil dans le bon sens avec la bonne force. Puisque là, on peut expérimenter toute l'année. Donc l'ambition, c'est vraiment de développer donc une méthode fiable et qui permettra de tester de très nombreuses techniques et de les identifier de manière objective. Alors voilà, ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on mesure, hein, sur ce banc d'essai. Ben, vous avez représenté là, donc par un petit schéma en bas à gauche, nos fils de collecte. Donc ils sont tendus horizontalement entre 2 mâts verticaux jusqu'à 6 mètres de haut. Et ce plan de collecte est implanté 5 mètres après la limite de la parcelle. Voilà, donc il y a 12 fils. On mesure en fait la quantité de dépôt de traceurs, hein, ce qu'on pulvérise sur la vigne artificielle, c'est un traceur, un colorant, enfin qui est plutôt un fluorophore, mais peu importe. Et donc on va mesurer ensuite sur chaque fil la quantité de dérive qui s'est déposée. Et donc vous obtenez le graphique du milieu, donc qui représente la dérive reçue par chaque fil, et en fait on visualise comme ça un profil, vous voyez, de dérive. On voit que par exemple le maximum de dérive était sur les fils du milieu,
alors qu'il y en avait un peu moins près du sol et un peu moins un peu plus haut à 6 mètres. Et puis de là aussi, on peut calculer tout simplement en faisant la moyenne sur les différents fils, la quantité globale de dérive qui a traversé le plan de collecte. Alors là, quelques résultats, bon, donnés à titre, c'est vraiment des résultats préliminaires, hein, comme je l'ai écrit. Le banc est en cours de développement. Là, donc il y a encore, je pense, des choses à consolider, mais on a déjà quelques indications intéressantes. Alors sur la partie gauche du graphique, vous voyez donc un test qui a été fait avec un aéroconvecteur de type axial, hein, comme représenté sur le petit schéma, là, qui n'a pas de redresseur d'air. On était en début de végétation et on a testé cet appareil avec des bus classiques et des bus anti-dérive. Et donc on voit un gain, une réduction de dérive grâce à la buse anti-dérive avec ce type de matériel. Ceci dit, si on compare même avec des buses anti-dérive ce matériel à la voûte pneumatique, qui est un appareil plus courant, on voit que c'est quand même un appareil donc l'aéroconvecteur, un appareil qui dérive plus, même équipé de buses anti-dérive. En tout cas, ça c'est vrai en tout cas à 5 mètres à 5 mètres du dernier rang, ce qui est peut-être pas vrai au-delà. C'est ça la difficulté avec la dérive, mais en résumé, voilà, à 5 mètres, voilà ce qui se passe. Autre comparaison, c'est pour 2 panneaux récupérateurs, des bus classiques et des bus anti-dérive. Donc sur le premier, le numéro 1, vous voyez qu'on a à peu près réduit par 10, là par contre, la dérive, si on utilisait ce matériel avec des bus d'injection d'air par rapport à la situation initiale où on l'utilisait avec des bus classiques. Le deuxième appareil, c'était aussi un panneau récupérateur. Il était pneumatique et lorsqu'on l'équipait d'un kit qui permet de le transformer en jet porté avec bus anti-dérive, on réduisait là aussi assez significativement la dérive. Donc, voilà. Donc là, vous voyez bien l'intérêt d'utiliser ces bus anti-dérive pour réduire le phénomène de dérive. Et puis dernier graphique dans de présentation des résultats. Là, ce sont des profils, hein, vous vous rappelez. Donc il y a 12 fils qui sont répartis de bas en haut. Hein, donc le fil, donc on a logiquement hein, le fil au ras du sol qui est en position 1 et puis le fil tout en haut qui est en position 12. Vous voyez que les barres oranges représentent le profil de dérive qu'on avait lorsque la vigne artificielle était simulée une pleine végétation. Et les barres bleues représentent la dérive qu'on obtenait lorsque la vigne artificielle simule un début de végétation. Et donc on voit là aussi qu'en fait, logiquement, hein, plus la végétation est développée, plus elle va retenir en fait la pulvérisation qui est émise par l'appareil. Et donc le stade de végétation, au-delà de la technique de pulvé, hein, le stade de végétation a aussi une influence sur la dérive. Donc on est, voilà, bon, en 2 mots, on est beaucoup plus sensible au problème de dérive en début de campagne qu'en fin de campagne. Alors voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc je reprends un petit peu les différentes conclusions des différentes parties de la présentation. Pour la réduction de la dérive, donc je vous rappelle les trois facteurs majeurs que j'ai cités et développés. La taille des gouttes, la configuration du matériel, qui doit être plus proche possible de la végétation, et divers réglages du matériel, donc notamment l'orientation des diffuseurs, la pression et la vitesse de l'air. Le deuxième point, c'est le rôle central de l'amélioration des techniques de pulvérisation. C'est véritablement quand même, on a déjà même à ce stade où il y a encore des recherches et des mesures à effectuer, on pressent quand même, grâce à la bibliographie, aux connaissances bibliographiques, que le matériel peut permettre de réduire drastiquement la dérive par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que les bus anti-dérive, les appareils qui localisent mieux la bouillie, vont vraiment permettre de réduire la dérive. Alors là aussi, il y a finalement deux points pour améliorer les techniques de pulvérisation. Il y a déjà mieux régler les matériels dont on dispose. Donc là, j'ai cité quelques pistes. Et puis on peut aussi envisager cette question de la dérive lors du renouvellement du matériel. Bien choisir un matériel qui va permettre de la réduire et de dépasser le potentiel du matériel précédent en matière de réduction. Alors, j'ai beaucoup parlé dans cette présentation du rôle très prometteur des bus d'injection d'air. Mais je dois aussi dire qu'il y a quelques précautions avec l'utilisation de ces buses. Elles sont effectivement, c'est bien connu souvent, plus sensibles au bouchage. Donc elles vont nécessiter une vigilance accrue sur le nettoyage de l'appareil à la fin des traitements pour éviter des petits dépôts dans les tuyaux qui vont ensuite boucher au traitement suivant.
sur la filtration, hein, il va falloir être vigilant sur la filtration. Et puis autre chose, il va peut-être, c'est probablement, mais c'est une contrainte qui est difficile parfois à accepter, probablement mieux en fait d'augmenter un petit peu les volumes hectares lorsqu'on utilise ce type de buse. Pourquoi? Parce qu'en fait, en augmentant le volume hectare, on va travailler avec une bouillie un peu plus diluée, qui est donc moins susceptible de boucher. Et par ailleurs, on va réaugmenter le nombre d'impacts. Vous savez qu'en faisant des gouttes un peu moins fines, on a réduit le nombre d'impacts par centimètre carré sur la végétation. Donc probablement qu'une petite augmentation du volume hectare viendrait compenser cet inconvénient au niveau de la qualité de puivé. Voilà, et puis pour finir, je citerai d'autres pistes de perspective sur lesquelles nous commençons à travailler aussi, bien sûr. C'est l'aménagement du bord des parcelles, donc installation par exemple de filets anti-dérive, voire de haies naturelles, arbustives. Il y a la question aussi des adjuvants, quel rôle peuvent-ils avoir? Alors pour l'instant, on n'a pas identifié de pistes trop prometteuses sur ce plan-là, mais pourquoi pas. Et puis aussi, pourquoi ne pas prendre en compte la réduction de dose? Aujourd'hui, c'est pas du tout considéré dans la réglementation, mais finalement, si on fait un traitement à demi-dose, eh bien de fait, c'est une réduction de dérive par 2, et donc on pourrait peut-être aussi quelque part prendre en compte les réductions de dose qu'on peut faire, notamment au début de végétation. Vous avez vu que c'était un stade sensible. La réduction de dose qu'on peut faire, elle peut aussi aider en fait à réduire quelque part la dérive, en tout cas la quantité absolue de produits qui dérivent, pas la quantité relative. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Adrien, je suis Régis Cadio d'IFV, je joue le Monsieur Loyal pour ces questions. Il n'y a pas vraiment de questions pour l'instant à proprement parler. Il y a une remarque de Jean-François Barrault qui dit qu'il ajouterait lui aussi que dans la durée de vie des gouttes, il y a une différence entre une goutte d'eau et une goutte avec des coformulants. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Adrien? Oui, bien sûr. Alors, enfin, on n'a rien étudié trop précis hein, dans notre équipe là-dessus. Mais évidemment, oui. Donc, quand on émet une goutte, elle a une taille donnée. Hein, le pulvérisateur émet une goutte, elle a une taille donnée. Et puis, en fonction des conditions extérieures, de l'hygrométrie, de la chaleur, de la température, elle va commencer à s'évaporer parfois avant même d'être déposée. Et donc, plus on fait voilà des gouttes fines, plus on est exposé en fait, parce que là, la goutte fine, elle a une proportion qui est plus, enfin, comment dire, elle est plus susceptible d'être évaporée et donc d'être encore plus fine que lorsqu'elle a été émise. Et donc effectivement, les coformulants peuvent jouer un rôle là-dessus pour réduire hein, ce phénomène d'évaporation, mais bon, qui est pas, à ma connaissance, pas très documenté et très dépendant des coformulants, voilà, et des conditions extérieures. Alors, je laisse Joël Raymond peut-être préciser sa question. Il disait que les résultats l'interpellaient avec seulement 0,8%. Peut-être qu'il peut préciser à quoi il fait référence, sauf si tu le sais déjà. Alors, oui, je crois que c'est compliqué à interpréter hein, ce chiffre. Il faut vraiment les graphiques que j'ai présentés, il faut les regarder en relatif. Hein, ils servent à ça. Ils servent à comparer, c'est-à-dire sur le même graphique, vous avez deux appareils. Vous pouvez dire si la barre du premier est 2 fois plus haute que l'autre, vous pouvez dire qu'il y en a un qui fait 2 fois plus de dérive que l'autre. Voilà à quoi ça sert. L'unité en pourcentage, elle est compliquée à interpréter. J'ai mis cette unité dans une des diapositives hein, pour y revenir. En fait, on normalise la quantité déposée sur les collecteurs par la dose émise. Donc c'est pour ça que ça devient un pourcentage. Là, on rentre un peu dans les calculs de physique et ceci dit, voilà, on peut pas dire que ça soit 0,8% du bilan de la pulvérisation qui dépasse la limite de la parcelle. C'est pas ce que ça veut dire. Donc attention à l'interprétation de ce chiffre. Analysez uniquement ce graphique en relatif. Hein, les différents matériels entre eux présents sur ce graphique, on a une base de comparaison fiable entre eux. Mais dans l'absolu, ce 0,8 il est très compliqué à interpréter. Alors, il y a une question de Nicolas Sour qui demande quelles sont les marges de manœuvre avec des pulvérisateurs pneumatiques. Oui, alors comme j'ai dit, effectivement, on est un peu embêté.
parce que donc notamment on ne peut pas trop jouer sur la taille des gouttes, hein, comme j'ai expliqué, parce qu'on est obligé de. Enfin, en fait, c'est la taille des gouttes d'un pneumatique, elle résulte d'une quantité de liquide et d'une quantité d'air, donc l'air qui rencontre la veine de liquide et qui va produire des gouttelettes. Mais si on souffle trop peu, si on réduit l'air, alors il y a vraiment un risque aussi de ne plus pulvériser du tout. Et donc c'est très délicat en fait de toucher donc à la granulométrie sur un pneumatique. En tout cas, c'est très difficile à maîtriser. Voilà. Alors par contre, tout ce qui est inclinaison des diffuseurs, ça s'applique bien sûr aux pneumatiques. Donc voilà, il faut vraiment bien régler l'inclinaison des diffuseurs, veiller à ce qu'il n'y ait pas de projection vers le haut donc de bouillie et qui n'intercepte aucune végétation. Ça, c'est évidemment quelque chose qui va dériver. Voilà. Mais en dehors de ça, en pneumatique, effectivement, on est un peu coincé. Voilà. D'ailleurs, Nicolas Sourde disait, en pneumatique, si on augmente le débit d'air, ne diminue-t-on pas la taille des gouttes? Voilà. Ici, bien sûr. Effectivement, hein, plus on augmente donc le débit d'air, plus on va faire des gouttes fines. Donc on va préférer là aussi, hein, quand c'est disponible, mais c'est pas toujours le cas, une vitesse, quand il y a un engrenage donc sur l'appareil où on peut choisir une vitesse d'air lente ou rapide, on préférera, lorsqu'on veut réduire la dérive, la vitesse lente. Voilà. Néanmoins, voilà, on aura du mal à aller au-delà. Ça restera globalement une pulvérisation qui est faite avec des gouttes plutôt fines, avec des vitesses d'air plutôt rapides et qui est donc sensible aux problèmes de dérive, évidemment. Alors, autre question de Carmen. Avez-vous testé la dérive de la pulvée aérienne par drone notamment? Les dynamiques sont-elles similaires? Alors ça c'est donc tout frais là, juste avant le confinement, hein. L'IFV participe à un projet qui s'appelle Pulvé Drone. Et donc ce projet vise à justement à évaluer à quel point c'est risqué ou pas d'utiliser un drone pour pulvériser du point de vue donc de la dérive. Donc on a les toutes premières acquisitions, voilà. Donc le banc d'essai tel que je l'ai présenté, ben, il peut permettre aussi évidemment de tester des drones. Les résultats n'ont pas encore été analysés. Donc voilà, je peux pas malheureusement répondre techniquement à la question, si ce n'est sur notre capacité effectivement de faire ce genre de mesures grâce au banc d'essai. Oui, donc c'est une question à laquelle vous pourrez répondre dans quelques temps. Dans très peu de temps. Avec la rédaction du rapport là du projet, voilà, ça nécessite un peu d'expertise. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. Moi, j'en avais une à poser qui concerne les filets anti-dérive. Vous en êtes où aujourd'hui de ces expérimentations des filets anti-dérive? Alors donc il y a eu quelques expérimentations menées par notre collègue Alexandre Davy au niveau de l'IFV de Bordeaux. C'est des expérimentations qui ont été menées en plein champ et qui demandent donc à être poursuivies donc sur le banc d'essai pour donc s'affranchir des conditions extérieures, hein, de la difficulté que j'ai citée. Et donc c'est tout à fait possible en fait, hein, d'installer ces filets sur le banc à proximité du banc d'essai Holdrift et donc de faire ces mesures de dérive. Et c'est donc au programme de l'année, voilà. Ainsi d'ailleurs au passage, hein, ça me rappelle, on a aussi le projet de tester l'influence éventuellement d'une haie naturelle type qu'on installerait à l'aide de plantes en pot. Donc ça c'est encore aussi en cours d'étude. Et donc c'est à perspective plutôt 1 ou 2 ans pour étudier ces questions, voilà, qui nous sont régulièrement relayées. Voilà. Ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, nous sommes arrivés donc à la fin de ce webinaire.